Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Azargat, directeur du département de sciences politiques de l'Université de Tel Aviv. La conférence s'intitule « Le déclin de la guerre est-il illusoire, tout en étant l'avenir de l'ordre mondial libéral ?» N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci, professeur Gauthier, de m'avoir invité ici et merci à tous d'être venus. C'est un grand honneur d'être ici. Comme vous l'avez entendu dire, je vais vous parler du sujet suivant. Le déclin de la guerre est-il une illusion? Et je vais aussi dire quelques mots concernant l'avenir de l'ordre mondial libéral. La guerre en Ukraine a ramené encore plus fort la question de savoir si le monde devient de plus en plus pacifique. Cette proposition a rencontré énormément d'incrédulité. Avant même les événements tragiques en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés étaient souvent impliqués dans des guerres locales difficiles ces dernières décennies, et le caractère pacifique récent de ces dernières décennies peut être attribuable à une hégémonie américaine transitoire. N'avons-nous pas été tentés par une résurgence d'anciennes illusions qui sont encore une fois rejetées par la résurgence de la Russie, par l'essor de la Chine au statut de superpouvoir et par des guerres dures en Asie du Sud et centrale, au Moyen-Orient et en Afrique? Avec la croissance des menaces de guerre à Taïwan et dans la mer de Chine du Sud, et avec l'invasion russe d'Ukraine, les réalistes de la théorie des relations internationales ont pu à nouveau lever la tête et affirmer « nous vous l'avions bien dit ». Et pourtant, ils ont complètement raté la donne et ils comparent des choux avec des carottes. Le monde d'aujourd'hui se divise en deux zones très distinctes. Une zone de paix qui englobe tous les pays développés, ceux avec un PIB par habitant supérieur à 20 000 $ de sources non pétrolières ou gazières, et une zone de guerre qui comprend les pays développés ou sous-développés, ainsi que les pays qui n'ont pas réussi à se développer, dont le PIB par habitant est inférieur, souvent bien inférieur à ce seuil. Vous pouvez le voir sur cette carte. La zone de guerre, où la guerre et la menace de guerre sont tout à fait n'est que trop familière. Elle va des frontières de la Chine à 10 000 $ de PIB par habitant, et à la Corée du Nord, par l'Asie centrale et du Sud, et le sous-continent indien, vers le Caucase, vers les frontières russes, et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, où le PIB par habitant n'est que de quelques milliers de dollars, à l'Afrique subsaharienne, et qui sont les parties les plus pauvres du monde. Et dans toutes ces zones, la guerre soit est déclarée ou sur le point de se déclarer, surtout des guerres civiles, mais aussi des guerres inter-États. Au contraire, cette connaissance de la zone de paix est distraite par l'implication persistante des États-Unis et de ses alliés dans des guerres dans les parties les moins développées du monde. Une telle implication est due à des menaces directes venant de ces parties du monde, telles que la guerre contre le terrorisme ou l'Afghanistan, mais aussi des interventions dans des conflits locaux qui perturbent l'ordre mondial libéral, tel qu'en Irak, ainsi que des interventions humanitaires comme en Somalie, au Kosovo ou en Libye. Après tout, on peut à peine avancer que les États-Unis ont profité de toutes ces guerres. C'est bien le contraire. Ils ont beaucoup perdu en matière de trésors, de vie humaine et de prestige. Et surtout, tandis que les zones sous-développées ou en développement sont une zone de guerre claire, en leur sein, et quelle que soit l'implication des pays étrangers, le monde en développé est une zone absolue de paix. Même si les guerres futiles des États-Unis attirent toute l'attention, on peut à peine se demander pourquoi le Canada ne s'inquiète pas du tout de la perspective d'être conquis par les États-Unis, qui auraient par là même accru leur puissance et leur richesse de façon considérable, encore plus, on pourrait le supposer, qu'avec une guerre en Afghanistan. On trouve qu'il est difficile d'expliquer pourquoi exactement telle est la situation. Les États-Unis auraient pu en profiter énormément.
De même, la Hollande et la Belgique n'ont plus peur d'une invasion allemande ou même française, le moins du monde, une situation qui est sans précédent historique. En Asie de l'Est, en dehors de l'Ouest, les pays les plus développés, tels que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, et même si pour des raisons historiques liées au passé colonial du Japon, ce n'est pas le grand amour entre ces pays n'ont pas peur de la guerre entre eux ou avec aucun autre des pays développés. En parallèle, ils ont tout à fait peur d'être attaqués par des pays moins développés comme la Chine ou la Corée du Nord. Et le fait que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande n'ont pas peur l'un de l'autre peut avoir l'air si évident que cela n'attire pas particulièrement l'attention. Partant, la probabilité de guerre entre pays, démocraties développées, libérales et riches, a atteint un point de fuite où on ne voit plus vraiment le besoin de se préparer pour la possibilité d'un différend militarisé l'un avec l'autre. Ce dilemme sécuritaire entre voisins, cette caractéristique ostensiblement intrinsèque de l'anarchie internationale selon les soi-disant réalistes de la théorie des relations internationales, n'existe plus entre ces pays. Et la même caractéristique s'applique principalement aux guerres civiles. Les démocraties développées, modernisées, sont devenues quasiment exemptes de guerres civiles du fait de leur forte nature consensuelle, de la pluralité, de la tolérance et en effet d'une plus grande légitimité pour les sécessions pacifiques. Ce que l'on a appelé la longue paix entre les grandes puissances, aucune guerre entre les grandes puissances depuis 1945 est largement reconnue et souvent attribuée à l'équilibre nucléaire, un facteur décisif, à n'en pas douter. L'absence de guerre entre démocraties est reconnue tout autant. Cependant, la baisse de la guerre a été fort bien marquée avant l'ère nucléaire et englobe à la fois les démocraties et les non-démocraties. Entre 1815 et 1914, les guerres entre pays en pleine industrialisation ont baissé en fréquence pour atteindre environ un tiers, pas un déclin d'un tiers, un déclin pour atteindre environ un tiers de ce que c'était dans les siècles précédents, une variation sans précédent. Par exemple, l'Autriche et la Prusse, qui n'étaient pas du tout des démocraties l'une comme l'autre, ont mené un tiers à un quart des guerres qu'elles avaient menées avant 1815. Et donc, la longue paix entre les grandes puissances depuis 1945, 78 ans, et le compteur s'accumule, est précédée par la deuxième plus longue paix du monde, sans guerre entre les grandes puissances entre 1871 et 1914, 43 ans, et par la troisième paix la plus longue entre 1815 et 1854, pour un total de 39 ans. Le 19e siècle est reconnu depuis longtemps comme étant, de loin, le plus pacifique entre les puissances européennes jusqu'alors. Et donc, les trois périodes de paix les plus longues, et de loin dans le système moderne des grandes puissances, eh bien, elles se sont toutes passées depuis 1815 et les deux premières ont lieu avant l'ère nucléaire. Il n'y a pas eu de période aussi longue de paix dans le système des grandes puissances modernes avant 1815. Vous pouvez voir ici ces trois périodes de longue paix, la première, la deuxième et la troisième, et la dernière. Nous sommes encore en plein dans la troisième depuis 1945, mais vous pouvez voir la deuxième entre 1871 et 1914, et la première entre 1815 et 1854. Oui, et vous pouvez voir aussi que le 19e siècle est marqué par le phénomène de la longue paix. Et donc, très clairement, il faut parler de l'ensemble de la période de belligérance réduite à partir de 1815. En parallèle, il est nécessaire de rendre compte de l'exception énormément visible, presque de la taille de l'Himalaya, à cette tendance, les deux guerres mondiales. Il est tentant de supposer, et la plupart des gens ont tendance à faire cette supposition d'instinct, que les guerres ont baissé en fréquence ces deux derniers siècles parce qu'elles sont devenues
trop mortelles, trop destructrices et trop coûteuses, ce qui veut dire qu'il y a moins de guerres en nombre parce qu'elles sont plus ruineuses. Mais cette hypothèse se vérifie à peine parce que par rapport à la population et à la richesse, les guerres ne sont pas devenues plus mortelles et coûteuses qu'elles ne l'étaient auparavant. En fait, les guerres entre 1815 et 1914 étaient en fait particulièrement légères. La Prusse a gagné les guerres d'unification allemande dans des campagnes courtes et décisives et à un prix remarquablement faible. Et pourtant, l'Allemagne ne s'est pas battue ensuite pendant 43 ans. Les guerres mondiales, notamment la Deuxième Guerre mondiale, étaient certainement dans le haut de la fourchette en matière de pertes humaines, mais par rapport à ce que l'on suppose généralement, elles étaient loin d'être exceptionnelles dans l'histoire. Il faut regarder les pertes humaines relatives, le pourcentage de ceux qui sont morts à la guerre dans chaque société, plutôt que le chiffre cumulé créé par le fait que bon nombre d'États ont participé pendant les guerres mondiales. Je vais vous donner des exemples. Dans la guerre du Péloponnèse, de 431 à 403 avant Jésus-Christ, par exemple, on estime qu'Athènes, la guerre entre Athènes et Sparte, les Athéniens ont gagné, on estime qu'Athènes a perdu entre un quart et un tiers de sa population, plus que n'en a perdu l'Allemagne dans les deux guerres mondiales combinées. Dans les 3 premières années de la Deuxième Guerre punique, Rome a perdu 50 000 citoyens mâles en âge de se battre sur un total d'environ 200 000. Cela fait environ 25% en seulement 3 ans. C'est à peu près autant que les pertes militaires russes et plus que les taux de pertes allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Dernier exemple, pendant la guerre de 30 ans, la perte de population en Allemagne est estimée à environ 1/5, voire 1/3, quoi qu'il en soit, plus que les pertes allemandes pendant les Premières et Deuxième Guerres mondiales combinées. On suppose souvent qu'une technologie militaire plus développée pendant l'ère moderne est plus moderne et plus mortelle et destructrice, mais cela veut dire aussi un plus grand pouvoir de protection, comme avec les blindés mécanisés, avec la vitesse et l'agilité des forces mécanisées et des mesures électroniques de défense. Les progrès offensifs et défensifs augmentent souvent de concert et ont tendance à s'annuler ou à se compenser. En outre, on oublie trop souvent que la grande majorité des nombreux millions de non-combattants tués par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, les prisonniers de guerre soviétiques, les civils soviétiques meurent de la fin intentionnelle de l'exposition aux éléments et d'exécution de masse plutôt que du fait d'une technologie militaire sophistiquée. Des cas de génocide en général pendant le XXe siècle, comme dans les périodes précédentes, ont été accomplis avec les technologies les plus simples, comme nous le rappelle de façon horrifique le génocide rwandais. Il n'est pas vrai non plus que les guerres des 2 derniers siècles sont devenues économiquement plus coûteuses qu'elles ne l'étaient avant dans l'histoire, là encore par rapport à la richesse globale. La guerre a toujours impliqué énormément de poids économique et c'était le poste de dépense d'État le plus important, à la fois en Espagne au XVIe et au XVIIe siècle et en France au XVIIIe siècle. Il y a eu une ruine économique du fait de la guerre et des dettes de guerre impressionnantes, ce qui a entraîné la révolution dans le cas de la France. En outre, la mort par la faim dans les guerres prémodernes était très répandue. Pensez au Yémen et à certaines parties de l'Afrique de nos jours. Alors, quelle est donc la cause de cette baisse de la belligérance? Et même avant le milieu du XIXe siècle, pendant la première longue paix, des penseurs tels que Saint-Simon, Auguste Comte et John Stuart Mill se sont rendus compte que c'était dû à l'avènement de la révolution industrielle-commerciale, la transformation la plus profonde de la société humaine depuis la transition vers l'agriculture 10 000 ans auparavant. Et pour commencer, cela a entraîné une croissance explosive, cette révolution industrielle, une croissance explosive de la richesse par habitant,
une multiplication par 30, voire 50 du début de la révolution à l'ère actuelle dans les pays qui sont passés par cette révolution. Et donc, le piège avec lesquels les sociétés prémodernes étaient aux prises, décrites par Thomas Malthus en 1799, où une faible croissance des richesses était absorbée par de plus en plus d'enfants et de plus en plus de bouches à nourrir, ce piège était rompu. La richesse n'était plus une quantité fondamentalement finie et un jeu à somme nulle où la seule question était de savoir comment elle serait divisée et la force était un moyen d'obtenir une partie plus importante du gâteau. Le gâteau a constamment grandi et la richesse était surtout dérivée de la croissance économique et de l'investissement national, alors que la guerre avait tendance à être une distraction dispendieuse de ces deux activités économiques. Voilà, ici vous avez la croissance du gâteau économique, la richesse. Vous pouvez voir que c'était quasiment plat jusqu'en 1800 et puis vous voyez la croissance exponentielle dans les parties du monde qui ont réussi à passer par le processus de modernisation. Deuxièmement, et donc le gâteau est de plus en plus gros, c'est le petit 1, et surtout du fait des investissements nationaux. Et surtout, l'importance dont on parle souvent des échanges dans l'économie a atteint de toutes nouvelles dimensions du fait justement du nouveau processus de croissance industrielle. Une plus grande liberté de commercer est devenue encore plus attrayante à l'ère industrielle pour la simple raison que la part écrasante de la production en croissance et en diversification rapide avait maintenant pour but d'être vendue sur le marché plutôt que pour être consommée directement par les paysans producteurs eux-mêmes. Par conséquent, les économies n'étaient plus seulement majoritairement autarciques, et elles étaient devenues de plus en plus interconnectées par la spécialisation, l'échelle et l'échange. Et les dévastations à l'étranger pouvaient entraîner une dépression de l'ensemble du système et auraient été un dégât pour le bien-être d'un État. Ce que décrivait John Stuart Mill de façon abstraite dans les années 1840 a été répété par Norman Angell pendant la Première Ère mondiale, avant la Première Guerre mondiale, et c'était la pierre angulaire des critiques des réparations si dures imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale par John Maynard Keynes. Si l'économie allemande n'avait pas le droit de se remettre, eh bien l'économie mondiale ne pouvait pas non plus se remettre, et c'était une question d'intérêt propre pour les vainqueurs. La plus grande ouverture économique a fait baisser aussi la probabilité de guerre en dissociant l'accès économique des limites des frontières et de la souveraineté politique. Il n'est plus nécessaire de posséder politiquement un territoire afin de pouvoir en profiter. Parmi tous ces facteurs, l'interdépendance commerciale a attiré la plupart de l'attention dans la littérature universitaire. Mais cet échappatoire au piège malthusien avec la croissance industrielle rapide a été la cause sous-jacente à la fois de l'interdépendance commerciale et du libre-échange. Et c'est ce que l'on peut décrire au mieux comme étant la paix de la modernisation. Et donc, plus le rendement de la coopération économique concurrentielle est élevé, plus les conflits deviennent contre-productifs et moins ils sont attrayants. Plutôt que le fait que la guerre devienne de plus en plus coûteuse, comme on le pense généralement, c'est plus en fait que la paix est devenue de plus en plus rentable. Si tel est le cas, pourquoi a-t-on continué de voir des guerres se produire ces 2 derniers siècles, mais à une fréquence moins élevée? Eh bien, tout d'abord, les tensions ethniques et nationalistes ont souvent dépasser la logique des nouvelles réalités économiques, ce qui explique la plupart des guerres en Europe entre 1815 et 1945. Prenez les guerres qui ont séparé la première et la deuxième longue paix. À l'exception de la guerre de Crimée, il y a eu la guerre de 1859 qui a entraîné l'unification de l'Italie et les guerres de l'unification allemande, 1864, 66 et 70. Et les tensions ethniques et nationalistes continuent d'être la principale cause de guerre de nos jours, surtout dans les parties les moins développées du globe. En outre,
le nationalisme était un facteur contributeur majeur dans la retraite du libre-échange dans les économies nationales à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, alors que les nouvelles puissances industrielles, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France, se sont remis au protectionnisme. Cela a entraîné le retour de l'impérialisme à partir de 1882, car la hausse du protectionnisme signifiait que l'économie mondiale émergente pouvait être divisée plutôt qu'ouverte et chaque domaine impérial était de fait fermé aux autres. Et il y a eu un effet boule de neige car chaque puissance s'est hâtée de pouvoir accaparer ce qu'il pouvait tant qu'il le pouvait encore. Et la taille d'une nation n'a pas de grande importance dans une économie internationale ouverte. Les citoyens du petit Luxembourg sont aussi riches, voire plus riches que les citoyens des États-Unis. Au contraire, la taille devient la clé de la réussite économique dans une économie internationale fermée néo-mercantiliste, car les petits pays ne peuvent pas produire tout eux-mêmes. En outre, dans une économie mondiale divisée, la puissance économique augmente la force nationale, tandis que la force nationale défend et accroît la puissance économique. Là encore, il devient nécessaire de posséder politiquement un territoire afin de pouvoir en profiter économiquement. Cela explique la hausse des tensions entre les grandes puissances qui est associée avec la course impérialiste qui a entraîné en fin de compte la Première Guerre mondiale. Et cela s'est achevé dans les années 30 avec la Grande Dépression parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont quasiment fermé leur territoire et leurs empires à l'importation avec des tarifs douaniers élevés. Pour les territoires confinés territorialement comme l'Allemagne et le Japon, le besoin de sortir et de créer un Lebensraum impérial ou une sphère de coprospérité est-asiatique avait l'air particulièrement pressante. C'était vraiment les germes des deux guerres mondiales. En outre, ce retrait du libéralisme économique a entraîné l'arrivée au pouvoir d'idéologies et de régimes politiques antilibéraux et antidémocratiques qui incorporaient un credo de violence, le communisme et le fascisme. Depuis 1945, la baisse des grandes guerres s'est approfondie encore plus. Les armes nucléaires ont été un facteur crucial dans ce processus, mais on pourrait voir de façon tout aussi importante l'institutionnalisation du libre-échange et le processus étroitement lié de croissance rapide et soutenue. La diffusion de la démocratie libérale est aussi un autre grand facteur. Dans le monde actuel, tous les pays développés sont démocratiques. Mais si tel est le cas, comment peut-on distinguer entre démocratie et développement et déterminer lequel des deux est la clé de la paix? Considérant, il faut penser aux choses suivantes. Tout d'abord, les démocraties prémodernes, telles que la Grèce ancienne ou l'Italie, étaient sans arrêt en guerre l'une contre l'autre, et ce n'est que lorsque la justification de l'acquisition de la richesse a changé la donne, la modernisation a amené les démocraties à cesser de se faire la guerre. Deuxièmement, les non-démocraties se sont battues beaucoup plus pendant l'ère industrielle par rapport se sont battus beaucoup moins pendant l'ère industrielle qu'avant. Deuxièmement, l'étendue de la démocratie en soi a été le résultat de la modernisation. Il faut savoir qu'aucune démocratie à une grande échelle, au-delà de l'État-nation ou du canton, a existé nulle part avant la modernité. De ce fait, l'échange, le commerce, l'interdépendance commerciale et la démocratie, qui sont les causes du développement de la paix, sont une fonction de la modernisation qu'elles entraînent à leur tour. Cela étant, même si les États non libéraux et non démocratiques sont également devenus moins belligérants pendant l'ère industrielle, ce sont quand même les démocraties libérales qui ont le plus tiré parti de ces aspects, disons, riches de la pacification.
en s'appuyant sur la force intérieure, disons, au pays, les pays non démocratiques ont trouvé naturel de faire usage de la force à l'étranger. Par contre, les démocraties libérales qui se sont socialisées en quelque sorte, qui ont appris la paix et préféré la médiation au pays, les citoyens s'attendent à ce qu'on applique les mêmes normes à l'international et vivant dans des sociétés tolérantes, elles s'attendent à respecter le point de vue de l'autre. La promotion de la liberté, de l'égalité, la participation démocratique a fait que les puissances démocratiques, même si à l'origine elles possédaient d'immenses empires, ont trouvé qu'il était de plus en plus difficile de justifier l'autorité sur les étrangers sans leur consentement. Et avec la sanctification de la vie, de la liberté et des droits de l'homme, elles se sont rendues compte que la répression par la force était vouée à l'échec. De plus, avec la recherche du bonheur par les particuliers, au-delà des valeurs du groupe, le sacrifice de la guerre a perdu sa légitimité dans les sociétés libérales démocratiques. Et donc la guerre, la légitimité de la guerre dans des conditions aussi étroites est considérée comme une position aberrante et abominable et indésirable. L'hégémonie américaine, qui est citée comme l'explication pour la paix, même auprès des réalistes très gênés par cela d'Europe occidentale, cette hégémonie est un facteur important, mais n'est pas la cause profonde de ce phénomène. Il faut se dire que les États-Unis, dans leur rôle de policier, de gendarme du monde, n'ont pas réussi à imposer la paix dans de grandes parties du monde en développement. L'idée que l'Allemagne contemporaine de 80 millions d'habitants est du fait de l'hégémonie américaine incapable de se réaffirmer en tant que puissance militaire est bien entendu ridicule. Les États-Unis ne sont pas en mesure d'imposer quoi que ce soit, même en Iran ou en Afghanistan, les pays d'autres régions du monde développé, je pense notamment à l'Europe occidentale, sont tout aussi intéressés par le développement pacifique que les États-Unis. Passons maintenant à l'aspect, disons, plus sombre de cette situation qui n'est pas toute rose. Il y a une menace qui est susceptible de se maintenir au cours du XXIe siècle, c'est la perspective du terrorisme non conventionnel compte tenu de l'évolution actuelle et notamment en biotechnologie, des scénarios qui autrefois étaient réservés à la science-fiction ou au genre de James Bond sont devenus de plus en plus réalistes. Un super virus créé en laboratoire pourrait faire du coronavirus un jeu d'enfant et la technologie en question se développe très rapidement. Il est difficile de voir comment cette menace peut être contrée et empêchée de se manifester quelque part tôt ou tard. Et puis, il y a une autre menace encore plus significative, et j'en ai parlé dans un article de 2006 de Foreign Affairs, à une époque où tout le monde célébrait la fin de l'histoire et le triomphe du monde de l'ordre libéral. C'est le retour d'un nouveau type de régime capitaliste et autoritaire qui était absent de la scène depuis la défaite de l'Allemagne et du Japon en 1945. La Chine, qui était une petite économie communiste, qui est devenue une superpuissance autoritaire et capitaliste, la Chine donc est maintenant l'un des grands défis jetés à l'équilibre des forces. La Russie, qui est bien en arrière de la Chine, à l'exception de la sphère nucléaire, est également revenu de son libéralisme post-communiste pour assumer une position nationaliste de plus en plus autoritaire associée à une position de plus en plus agressive au-delà de ses frontières. J'ai dit à l'époque, même si les grandes puissances autoritaires et capitalistes, notamment la Chine, étaient intégrées dans l'économie mondiale, néanmoins, la perspective se maintenait de relations antagonistes avec le monde démocratique. En
antagonisme accentué par la rivalité idéologique, le conflit potentiel et réel, la course aux armements et de nouvelles guerres froides. Depuis lors, la Chine et la Russie sont devenues de plus en plus autoritaires et oppressives sur le plan intérieur. La Chine actuelle peut être considérée comme semi-totalitaire. Quant à la Russie, elle a adopté la répression autoritaire de manière de plus en plus brutale depuis l'invasion de l'Ukraine. Et en même temps, les deux pays se sont affirmés de plus en plus et sont devenus de plus en plus agressifs à l'international. Depuis la crise économique de 2007-2008 et les soulèvements constatés dans différentes démocraties, la crise des migrants, les tensions ethniques, les pressions sécessionnistes aussi bien au sein de l'Union européenne que dans certains de ses États membres, les écarts idéologiques et les tentations totalitaires de certaines grandes puissances associées à la perte du prestige des grandes puissances capitalistes à un niveau sans précédent depuis la chute du communisme et du nazisme. On peut espérer que les menaces actuelles soient moins grave qu'elle ne l'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que la Chine va s'affirmer de plus en plus? Sera-t-elle aussi agressive avec l'accroissement de sa puissance et de sa richesse, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que la richesse va faire de son peuple et de son gouvernement va donner à son peuple et à son gouvernement une attitude plus adverse à l'action militaire, comme c'est le cas dans le monde développé? Compte tenu de la taille de la Chine, de sa puissance et de ses traditions historiques, à mon avis, la question reste ouverte et c'est probablement la principale question qui nous taraudera au cours du XXIe siècle. La perspective du retour au protectionnisme alimenté par de nouvelles tensions militaires ne fait que renforcer la possibilité, en tout cas la probabilité d'affrontements armés, puisque la production et les échanges sont de plus en plus liés au territoire et à l'autorité directe. Le système de libre-échange a été exploité par la Chine sous la forme de vol de connaissances et l'incitation aux sociétés étrangères de céder leur savoir-faire. Mais la véritable menace, c'est l'utilisation de la richesse tirée du libre-échange pour exercer des pressions politiques et militaires, notamment la menace de la guerre. Comme Adam Smith, qui est le grand théoricien du libre-échange, l'a dit, la défense est plus importante que la richesse. D'un autre côté, si le protectionnisme, les blocs commerciaux réapparaissent, l'incitation de la Chine à avoir toute la mainmise sur ses ressources, notamment dans les mers du sud de la Chine, reste de plus en plus prégnante. Donc il n'y a pas de solution facile à ce problème. L'exportation de matières premières par la Russie, qui est une kleptocratie qui n'a pas de secteur productif, fait que celle-ci est de plus en plus attirée par l'exercice de la puissance chez ses voisins. C'est le seul choix qui lui reste. C'était le cas notamment en Géorgie et c'est le cas actuellement en Ukraine. Si l'on se retourne sur les raisons du triomphe de la démocratie au cours du XXe siècle, les situations, les raisons en tout cas étaient différentes par rapport aux oppositions, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Au bout du compte, les grandes puissances communistes, l'Union soviétique et la Chine, ont perdu parce que malgré leur taille, malgré leurs ressources, leur système économique était inefficace. Donc leur échec était structurel. Par contre, les grandes puissances capitalistes autoritaires et totalitaires, et notamment l'Allemagne, mais également le Japon, ces pays-là étaient aussi économiquement avancés que les puissances démocratiques. Si elles ont perdu la guerre, c'est parce que l'une des grandes démocraties, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, était un géant continental qui les dominait largement. Le XXe siècle est connu comme étant aussi bien le siècle de la démocratie que le siècle américain, mais les deux sont intimement liés l'un à l'autre. Les États-Unis d'Amérique ont été l'objet de nombreuses critiques, certaines plus justifiées que d'autres, mais si les États-Unis n'avaient pas été là, la Grande-Bretagne et
la France aurait probablement perdu la guerre avec l'Allemagne dans les deux cas, dans les deux grandes guerres mondiales, c'est quand même une réflexion quand même préoccupante parce que cela veut dire qu'on aurait eu un destin très différent dans un monde non démocratique. Ce serait un monde très différent aujourd'hui et une toute autre théorie du développement. La grande nouveauté dans le monde actuel, c'est que nous avons une très grande puissance, une superpuissance, à savoir la Chine donc, qui est à la fois autoritaire et capitaliste et en même temps potentiellement le plus gros acteur de tout le système. Les États-Unis d'Amérique, en coopération avec leurs alliés, sont quand même la nation indispensable du XXIe siècle, comme elle l'était au XXe siècle, pour assurer un ordre mondial qui soit à la fois politiquement et économiquement libéral, alors sans garantir la victoire de cet ordre libéral pour autant. Les États-Unis d'Amérique sont le principal pilier pour empêcher la destruction de cet ordre économique. Alors, il est certain que la puissance américaine, qui était sans rivalité pendant un bref moment unipolaire dans les années 1990, connaît actuellement un déclin relatif, alors qu'au cours du XXe siècle, les États-Unis représentaient à peu près un tiers du PIB mondial et de la puissance productive. Actuellement, le PIB américain est en déclin, ne représente qu'un quart du PIB mondial, et les autres pays beaucoup plus peuplés d'Asie, de l'Est et du Sud-Est et du Sud connaissent une forte industrialisation. D'un autre côté, même si la Chine se rapproche des États-Unis en termes de PIB total, par habitant, ce PIB n'est qu'un quart ou qu'un cinquième plutôt du monde développé. Et comme on l'a vu depuis longtemps, sur la démographie est probablement le talon d'Achille de la Chine. La fécondité est passée en deçà du taux de remplacement dans le monde développé. Et la Chine, contrairement aux autres, vieillit avant d'avoir atteindre la richesse, et elle va atteindre en quelque sorte un mur économique dans un avenir assez proche. Par comparaison, les États-Unis, un pays d'immigrants, est une véritable pompe démographique qui a dépassé le cap du 100 millions d'habitants après la Première Guerre mondiale, 200 millions dans les années 60, 300 millions d'habitants il y a environ une quinzaine d'années, et actuellement les États-Unis comptent quelques 324 millions d'habitants et passeront le cap des 400 millions d'habitants au cours du XXIe siècle. Alors on peut comparer cet accroissement spectaculaire avec la croissance démographique modeste des pays d'Europe au cours du XXe siècle. La densité de la population américaine ne représente qu'un quart de ce qu'elle est en Europe et en Chine, un dixième de ce qu'elle est en Inde et au Japon. Il se peut fort bien que d'ici à la fin du siècle, avec le déclin de la population chinoise, l'écart de population entre la Chine et les États-Unis se réduira considérablement. En raison de la difficulté de donner des prévisions valables et le fait qu'on ne dispose pas de suffisamment de temps, je ne vais pas approfondir ce regard dans la boule de cristal, mais quand même, quand on a examiné les facteurs économiques et démographiques, il faut quand même ajouter deux mots sur le leadership. Les dictateurs qui connaissent mal le monde extérieur et qui ont l'habitude de mener leur propre pays à la baguette font souvent des erreurs de jugement. En particulier, Poutine a montrer le jeu, dévoiler le jeu de la Russie, a montré que ce pays a des pieds d'argile et a fait que l'esprit nationaliste de l'Ukraine s'est renforcé. Ceci a également renforcé le rôle de l'OTAN et le réarmement du monde occidental. En même temps, le président chinois Xi Jinping a lui seul réussi à inquiéter tellement les voisins de la Chine que ceci a renforcé l'alliance pour justement essayer de contenir la Chine. Cette alliance va du Japon, en passant par l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Inde et les États-Unis étant le pilier derrière tout cela.
Un peu à l'image de l'Allemagne au cours du XXe siècle, la Chine se plaint d'être encerclée. L'Allemagne a entraîné une catastrophe non seulement sur elle-même, mais le reste du monde. Et de la même façon, un tel conflit avec la Chine serait une catastrophe à l'échelle mondiale. Il est clair que la Chine envisageait une invasion militaire de Taïwan. Ce que l'on peut espérer, c'est que les enseignements de l'Ukraine auront montré à la Chine qu'en sous-estimant la réaction du monde occidental, il y avait là une erreur stratégique. Alors, la guerre a diminué, a même disparu sous presque toutes ses formes dans le monde développé. Il n'y a pas d'illusion de ce côté-là, ce n'est pas un mirage, c'est une situation effectivement positive, très optimiste, mais les raisons profondes de la paix dans la sphère du développement et donc les limites de la zone de paix doivent être bien comprises pour pouvoir calibrer nos propres attentes par rapport aux difficultés qui nous attendent. La guerre en Ukraine, comme les guerres en Afrique, au Moyen-Orient et même dans le sous-continent indien et tout autour de la Chine et en Corée du Nord, tout cela nous montre que la zone de guerre du monde est toujours animée et pourrait donner lieu à des conflits armés destructeurs qui pourraient faire intervenir des armes nucléaires, aussi bien en Ukraine que dans d'autres régions du monde. Je vous remercie de votre patience.